Mesdames, Messieurs, bonjour. J'invite les participants à la deuxième table ronde à bien vouloir me rejoindre. Sonia Breuse, on a déjà prononcé son nom. Katharina Horn, si tu veux bien. Et Monsieur Hans de Vries, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Je vois qu'on ne tient pas très bien l'horaire. Là, je m'inquiète un peu parce qu'il ne faut pas qu'on finisse à 14 heures. Vous parlez la première, Sonia, donc vous essayez là. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il a déjà très clairement été dit en introduction par Philippe Duron et puis par Philippe Subra combien il était utile de sortir de nos références nationales. On a vu à l'instant les difficultés et aussi les progrès, mais aussi la tâche qui reste à accomplir. Et donc, comme probablement il y a des gens intelligents ailleurs qu'en France, il y a sans doute quelque chose à gagner, à trouver, à dialoguer et à aller voir comment on s'y prend dans d'autres pays que le nôtre. Je ne vais pas revenir sur l'intérêt de la question, sur sa complexité, sur la crise, la triple crise dans laquelle nous nous trouvons. Une crise financière, je ne développe pas, mais il est clair que, M. Kovarik l'a rappelé, dans le contexte actuel, décider d'un projet demande encore plus de soins que naguère. Une crise politique, j'entends plutôt idéologique. La notion de progrès n'est plus ce qu'elle était. L'acceptation des infrastructures de nos grands-parents aujourd'hui est plutôt suivie par une réticence a priori. Il n'y a pas de projet qui ne soulève énormément de réticence, qui s'exprime en général plus fort que les soutiens et les bénéficiaires. Et une crise technique ou méthodologique. Les méthodes d'évaluation des projets sont en débat. La vision simple, on fait une étude technique, on décide, enfin on valide, on classe le projet selon un critère en général unique, unidimensionnel et monétarisé. Et puis selon l'argent dont on dispose, on retient les 1, 2, 3 ou 4 premiers projets de la liste, on les finance, on les exécute. Évidemment, ne décrit pas du tout la réalité des processus d'élaboration, de négociation, de partage, de mise en œuvre et de réalisation. Donc tout ça, on l'a déjà bien exploré. Donc regarder ailleurs, je crois que de toute manière, c'est un réflexe qu'il faut avoir de manière générale, quelles que soient les questions de transport qui nous intéressent. Pour ma part, j'anime depuis plus de 12 ans, le temps passe vite, un observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe, dont précisément la finalité est de comparer comment les choses se passent à l'intérieur de notre petite Europe, qui n'est qu'un tout petit coin du monde et qui pourtant, en son sein, montre une très grande diversité. Grande diversité qui ne devrait pas déboucher sur chacun fait comme il peut parce que c'est trop différent, mais que j'interprète moi comme des marges de liberté. Si des pays qui par ailleurs nous ressemblent profondément ont des manières de faire si différentes des nôtres en matière de transport, pour parler de transport, c'est qu'il n'y a pas une seule solution, one best way, ou à chaque pays une solution unique, non transposable. Ça vaut la peine de réfléchir et de comparer et éventuellement d'adapter. Donc les pays différents, y compris nos voisins immédiats, ils ont des institutions différentes, des sensibilités différentes. La question d'environnement, à l'évidence, ne s'est pas développée au même rythme. Et encore aujourd'hui en Europe, entre le nord et le sud, pour faire très simple, il reste des écarts très grands. Les méthodes d'évaluation comme outils d'aide à la décision ne sont pas les mêmes. Là, j'ai envie, pour illustrer la crise, de citer le très regretté Claude Martinand, qui quand même, comme vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées, le gardien du temple de la doctrine, dans un rapport pour le Conseil économique et social, écrivait, je le cite de mémoire, mais c'était à peu près « plus on compte et moins bien on compte, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on ne compte pas ». Donc ce qui exprimait ô combien un certain trouble méthodologique par rapport à la réalité rigide de la méthode coût-bénéfice, que je ne jette pas avec l'eau du bain, mais qui mérite évidemment d'être perpétuellement remise en chantier et remise dans un ensemble de procédures d'évaluation qui ne se limitent pas à la vieille coût-bénéfice, bien sûr. Et les autres pays, ils ont aussi d'autres, non seulement des méthodes, mais aussi des démarches pour prendre des décisions et les mettre en œuvre. N'oublions pas le cadre européen, de plus en plus fort comme tel, et je signale au passage d'ailleurs que TDIE compte réfléchir sur le fond en se donnant le temps de la réflexion et du long terme sur les évolutions et les logiques et les perspectives des politiques européennes de transport
avec lesquels, évidemment, les politiques nationales de transport doivent être en dialogue de plus en plus fort dans les temps qui viennent. L'objectif de cette comparaison n'est pas de faire du copier-coller. Il est clair que je ne pense pas que telle ou telle loi, décret, méthode néerlandaise, allemande ou suisse ou autre pourrait s'appliquer telle qu'elle, mais il y a certainement beaucoup plus à apprendre. Voilà. Et je pense qu'il faut mettre tout ça dans un tournant méthodologique qui est déjà amorcé. Je pense par exemple à la démarche de Mobilité 21 à laquelle TDIE était assez bien associée, puisque les deux coprésidents de TDIE étaient tous deux membres de cette commission, et qui plus est, le président de TDIE, un des deux, était président de Mobilité 21, et qui a effectivement, à mes yeux, concrétisé, exprimé un vrai tournant stratégique dans les politiques d'infrastructure, avec par exemple un retour sur la nécessité d'un entretien de l'existant qu'on avait fortement négligé, gravement négligé, plus de créer des projets nouveaux. Et quant aux projets nouveaux, envisager des solutions plus graduées, plus adaptées, parfois beaucoup moins coûteuses et presque aussi efficaces que les solutions grandioses au top de la technologie qui jusqu'alors étaient préférées dans nos façons de penser traditionnelles. Donc il y a un vrai tournant là. Et donc je vais m'arrêter parce que je crois qu'il faut que je donne la parole aux gens qui sont venus, et je les en remercie de loin pour nous apporter leur témoignage. Alors Sonia Broez, on a déjà prononcé son nom, elle n'est qu'étudiante, mais elle a joué un rôle tout à fait positif dans la construction de cette journée, et je crois qu'elle va rester avec TDIE dans les temps qui viennent, tellement on est content d'elle, je n'y reviens pas. Katharina Horn, nous nous connaissons, je ne vais pas faire semblant de vous voyez, madame, puisqu'on se connaît depuis 10 ans, tu as été mon étudiante, tu as même fait ta thèse avec moi, mais ce n'est pas moi qui t'ai invité, j'ai découvert ton nom sur le programme, un peu surpris d'ailleurs. Non pas surpris parce que tu n'étais pas compétente, mais parce que j'étais pour rien dans cette invitation. Donc tu parles évidemment bien français, puisque ça fait 10 ans que tu vivais en France, mais aujourd'hui au ministère des Transports fédéral à Berlin, tu es membre du bureau de la planification des infrastructures et en charge notamment de l'élaboration d'un schéma national des infrastructures, thème d'ailleurs sur lequel l'Observatoire des politiques de transport en Europe a consacré un bulletin récent pour comparer justement la manière dont, dans quelques pays européens, dont l'Allemagne, on s'y prend. Donc tu vas nous apporter ta contribution, ton témoignage, je t'en remercie. Et puis Hans de Vries, je vous remercie aussi d'être venu jusqu'à nous pour nous apporter l'expérience néerlandaise. Vous êtes consultant en matière de planification spatiale et environnementale et aussi de questions de paysage, je crois, pour le ministère de l'Environnement et des Infrastructures. Et je me rappelle, avec l'Institut des hautes études d'aménagement du territoire, nous étions aux Pays-Bas pour une visite de travail, quand les Pays-Bas vivaient un vrai tournant stratégique, ça nous avait en tout cas très frappé, en disant par rapport aux crues du Rhin, ça fait 5 siècles, ou peut-être un peu plus même, que nous élevons un peu les digues davantage chaque année, et au lieu de lutter contre la crue, désormais on va l'accepter. Et on va passer de la boxe à l'aïkido. Au lieu de s'opposer à la crue, on va jouer avec la crue, mais l'orienter vers des terrains désignés par avance, et en réfléchissant à la manière de les utiliser quand ils ne sont pas inondés, pour l'agriculture, pour les loisirs ou autre chose. Donc une sorte de jeu beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, mais qui était quand même un vrai changement de façon de voir les choses dans le traitement de ces questions. Et c'était justement en train de se dire, la secrétaire d'État au transport et à l'eau nous en avait fait le témoignage directement. Donc les Pays-Bas ont vraiment des choses à nous apprendre, parce que vous êtes dans un territoire tellement contraint, tellement fragile et produit par l'homme. Je veux dire qu'on invoque la nature, mais les Pays-Bas, pour le tiers au moins, c'est vraiment des pelles et des pioches et de la force humaine qui les ont fait sortir de la mer. Donc vous avez beaucoup à nous apprendre. Alors, vous parlez bien français, mais vous êtes timide, donc vous allez parler anglais. Alors, on parle tous très bien anglais. Néanmoins, pour ceux qui seraient un tout petit peu distraits, je ferai non pas une traduction, ce serait trop lourd et trop lent, mais de très brefs résumés en français pour ne perdre personne en chemin. Voilà. Et je vous donne tout de suite, Sonia, la parole. Bonjour à tous. Donc, quelle a été notre logique de travail sur cette partie européenne ? Elle a d'abord porté sur une démarche en quête de solutions pérennes et opérationnelles. Et dans cette optique, et à l'heure où le droit communautaire, rappelons-le, régit à 80% notre droit de l'environnement,
Il nous a paru d'abord primordial d'amorcer donc cette comparaison européenne des textes, des procédures, des pratiques et surtout de leurs effets, et de pouvoir répondre à plusieurs questions. Comment, tout d'abord, nos voisins parviennent-ils, et s'ils y parviennent, à réduire l'impact horaire des études de projet, et comment maîtrisent-ils l'étape cruciale de la concertation? Y a-t-il, comme en France, des procédures dissociées entre loi sur l'eau et dérogation espèces protégées, par exemple, ou sont-elles regroupées? Comment évaluent-ils et prennent-ils en compte les impacts environnementaux des projets d'une manière plus large? Dans le cadre donc de la première partie de notre travail, nous avons donc sélectionné 3 pays européens frontaliers, caractérisés par des réseaux, des systèmes, des sensibilités différents. 2 pays communautaires ont retenu notre attention, l'Allemagne et les Pays-Bas, et la Suisse, d'autre part. Sur la base d'entretiens menés avec 3 experts nationaux de l'évaluation environnementale et des méthodes de planification, nous avons pu donc analyser ces différents systèmes et trouver surtout des correspondances qui ont ainsi pu nous aider à comprendre et à apprendre de ses voisins. Nous avons donc recueilli les témoignages tout d'abord de 3 experts, M. Hendrik Asseider, spécialiste de la planification environnementale des infrastructures de transport fédéral au ministère donc des Transports, de la Construction et du Développement urbain en Allemagne, M. Bert Van Wie, professeur en politique des transports et logistique à l'Université de technologie, de politique et de management de Delft aux Pays-Bas, et M. Tristan Chevroulet, enfin, qui est collaborateur scientifique à l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme à l'Université de Fribourg en Suisse, et qui est aussi membre de l'Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe. Différents sujets ont été abordés lors de ces entretiens. Tout d'abord, celui de la jeunesse politique et financière d'un projet d'infrastructure de transport, à travers notamment les différents schémas et plans directeurs. La description des systèmes d'évaluation des impacts environnementaux et de la mise en place des concertations. Et enfin, les problèmes inhérents à chaque système national d'évaluation et les solutions mises en place pour pallier à ces problèmes. Plusieurs enseignements ont été tirés de ces entretiens. Tout d'abord, celui que malgré la variété des systèmes de planification et d'évaluation, il a été en effet frappant de découvrir qu'une certaine similitude dans les points de blocage nationaux qui concernaient notamment la transposition du droit européen, l'étalement dans le temps de la durée des projets, qui n'est pas qu'un problème français, la difficulté de trouver enfin un équilibre entre ces volets environnementaux, sociaux et économiques des projets d'infrastructure, afin d'avoir cette vision globale dont on parle tant depuis le début. Il a été également frappant de découvrir la forte attente de croisement des expériences européennes de la part de tous les interlocuteurs. Voilà. Pour des raisons d'économie générale du colloque, il faut noter que malgré son intérêt, nous avons décidé d'écarter pour aujourd'hui l'analyse suisse et de nous concentrer sur les systèmes allemands et néerlandais, donc déjà d'une très grande richesse et marqués comme nous par le droit communautaire. L'analyse du système suisse se trouve néanmoins dans le rapport d'étude, si vous êtes intéressés. Pourquoi l'Allemagne? De notre regard français, l'Allemagne présente en effet un système particulièrement atypique et surtout assez formalisé. 3 phases distinctes, très distinctes, accompagnent la genèse d'un projet d'infrastructure de transport. La première de ces 3 phases, c'est l'élaboration du Bundesverkehrswegeplan, donc le schéma directeur de développement des infrastructures de transport fédéral, qui est élaboré par le ministère fédéral des Transports, du Bâtiment et de l'Aménagement urbain. Il regroupe l'ensemble des investissements envisagés en projet d'infrastructure de transport routier, ferroviaire et fluvial de la responsabilité du Bund, selon leur pertinence socio-économique et en fonction des prévisions de trafic. Le dernier en date a été voté en 2003 et couvre la période de 2001 à 2015, et un nouveau schéma directeur est actuellement à l'étude. Le Bundesverkehrswegeplan est ensuite donc soumis au vote du Parlement, qui peut le modifier, et le Parlement vote et établit des listes de besoins, donc Catherine Aord nous parlera un peu plus longuement tout à l'heure, revues tous les 5 ans, qui priorisent ces projets selon une analyse coût-bénéfice et une évaluation environnementale stratégique, qui est elle-même séparée en 2 volets, une analyse des impacts environnementaux d'une part, selon la méthode coût-bénéfice, et une évaluation qualitative du risque écologique. Ces 2 évaluations sont ensuite combinées en une même matrice pour aboutir à une priorisation des projets. Cette logique de travail est particulièrement importante et elle permet en effet de classer les projets selon leur utilité et leur pertinence environnementale. Et il s'agit en effet de privilégier la construction des projets les plus utiles en termes de trafic et les moins impactants pour l'environnement afin d'assurer leur faisabilité. Il s'agit là, ni plus ni moins, d'une première optimisation des délais.
On peut alors considérer à la fin de cette première phase que l'intérêt général du projet est alors acté, même si les listes des besoins pourront être modifiées sur une base pluriannuelle et que les projets inscrits au Bundesverkehrswegeplan n'ont pas du tout l'obligation, stricto sensu, d'être réalisés. La seconde étape, quant à elle, acte toutes les modifications concernant l'aménagement du territoire, le Raumordnungsgesetz, et détermine le tracé. Enfin, la dernière étape concerne les procédures d'autorisation, études de conception, compatibilité du projet avec les installations auxiliaires et suivi des mesures compensation. On peut, dans une certaine mesure, assimiler cette phase à nos procédures post-DUP, à la différence près, et notable, que les volets environnementaux, hors mesures compensatoires, ont eux été actés en amont. Si ce système semble donc maîtrisé, notamment grâce à une évaluation multicritère des impacts environnementaux, il n'est cependant pas vierge de difficultés, comme ont pu, par exemple, montrer les exemples de mouvements de citoyens contre le projet ferroviaire de Stuttgart 21, qui n'est pas un projet du Bund, qui est un projet des Länder, mais quand même, voilà, ça montre un peu le climat. Partant, donc, nous avons eu envie de poser 2 questions à Madame Catherine Ahorn, ici présente, donc chargée de mission au Bureau de la planification des infrastructures de transport au ministère fédéral des Transports et faisant actuellement partie de l'équipe en charge de l'élaboration du nouveau Bundesverkehrswegeplan de 2015. Donc tout d'abord, quelles sont les évolutions prévues dans le nouveau Bundesverkehrswegeplan de 2015, notamment en termes de planification des projets, d'évaluation environnementale et de concertation avec le public? Et ensuite, les retours d'expérience des méthodes antérieures d'évaluation et les améliorations qui en découlent peuvent-ils nous aider à parfaire notre système? Maintenant, pourquoi les Pays-Bas? Depuis le milieu des années 2000, en effet, l'allongement de la durée de conception des projets d'infrastructures de transport est un sujet qui préoccupe le gouvernement néerlandais, déjà depuis longtemps. En 2007, un rapport du comité néerlandais Elverding modélisait donc un système optimisé dont on a déjà parlé, le Sneller and Better, en français dans le texte, plus vite et mieux, dont l'objectif avoué donc, était de réduire de moitié le temps d'étude d'un projet tout en améliorant sa qualité environnementale. Ainsi, appliqué à certains projets, ce système optimisé d'évaluation des projets a-t-il fait ses preuves et quelles sont les conclusions des retours d'expérience de la procédure Sneller and Better? Et même question pour l'Allemagne, les constats des dysfonctionnements des méthodes antérieures d'évaluation et les améliorations qui en découlent peuvent-ils nous aider à parfaire notre système? Et pour répondre, nous avons donc sollicité M. Hans de Vries de l'Agence des eaux et des travaux publics, qui est un expert en écologie, paysage et évaluation environnementale, et depuis 2010, consultant senior en planification spatiale et environnementale au Rijkswaterstaat, qui est une administration néerlandaise, gérant la construction et l'entretien des ponts, notamment des routes, des voies navigables. En résumé, et pour finir, 2 idées vont particulièrement nous intéresser aujourd'hui et guider les présentations de Mme Horn et M. de Vries. D'abord, l'idée de divergence. Divergence des cadres institutionnels et culturels d'une part, et diversité des approches scientifiques d'autre part. Car c'est, à notre sens, à mon sens, à travers cette variété des systèmes que nous serons certainement le plus à même de trouver et dérouler les fils des solutions à nos problèmes. Et enfin, l'idée très importante de correspondance, car même s'il ne sera pas question de réfléchir en termes de correspondance stricte, comme l'a dit M. Savy, de fait, le débat public, par exemple, est unique en Europe, le trajet politique de planification d'un projet d'infrastructure est, dans une structure fédérale comme l'Allemagne, par exemple, reste très différent de ce qu'on peut connaître en France. Mais cependant, il serait intéressant d'arriver à montrer que les améliorations pensées et mises en place chez nos voisins pourraient être également, peut-être, viables et pertinentes pour nous. Donc les intervenants devant vous aujourd'hui ont été sollicités par TDUE pour nous aider à comprendre ces divergences et à établir ces correspondances. Pour finir vraiment, j'aimerais juste profiter de la tribune pour remercier le TDIE, le conseil scientifique et mes référents, Philippe Subra et Domenico Verlo, pour leur suivi, leur gentillesse, et surtout pour m'avoir introduit au sujet et que je ne connaissais pas en effet et qui m'a vraiment plutôt passionnée. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour. Alors, merci de m'avoir invité. C'est donc mon collègue, M. Hassaider, qui avait répondu aux questions du TDE pour cette étude sur l'évaluation environnementale et toutes les questions qui sont liées en Allemagne. Voilà.
Donc, On va voir quand il arrive. voilà, ça c'est le plus important. Enfin, ça facilite les choses. Voilà, donc voilà le sujet. Merci. Voilà, donc on a déjà évoqué le sujet. Et voilà, donc je commence tout de suite. Alors le premier point, c'est juste sur c'est l'idée de plan directeur des infrastructures de transport fédéral, comme introduction en quelque sorte. Puis je voulais commencer par l'évaluation environnementale telle qu'elle a été faite pour le plan de 2003, à l'aide d'un exemple. Juste question d'illustrer assez rapidement, c'est bien expliqué dans le document, mais c'est à titre complémentaire. Et puis le point le plus important et qui vous intéresse probablement le plus porte donc sur l'amélioration de la manière dont on compte prendre en considération toutes ces questions environnementales lors de l'élaboration donc du nouveau plan directeur des infrastructures qui doit être voté ou proposé par le gouvernement sous forme de projet de loi fin 2015, début 2016. Alors le Bundesverkehrswegeplan, donc le plan directeur des infrastructures fédérales, s'intéresse uniquement aux infrastructures qui relèvent de la responsabilité du Bund, qui sont donc les routes fédérales, notamment les autoroutes et des routes nationales, les chemins de fer, bien sûr, qui sont dans la propriété du Bund, et les voies navigables. Alors, il s'agit donc de décider lesquelles de ces infrastructures vont être aménagées ou construites, qui vont être construites tout court. Donc, l'idée est quand même une approche intermodale, de considérer les trois modes de transport et puis de constater officiellement le besoin d'investissement. C'est-à-dire que le Bundesverkehrswegeplan, c'est un constat de la nécessité d'investir, que le projet, il est intéressant, il est important et il couvre un besoin. Il n'y a pas de programme de financement qui va automatiquement avec, donc le financement, ce sont des questions qui sont à éclaircir après. Voilà, ça c'est un vrai souci auquel on essaie de trouver des réponses avec ce nouveau plan directeur des infrastructures afin de mieux gérer ce genre de questions. Alors, donc, ce qui est très important, c'est donc l'inscription des projets dans les lois d'aménagement qui sont assorties des plans de besoin et qui couvrent ou qui contiennent l'ensemble des projets pour lesquels on a donc juridiquement, par la loi, légalement, constaté le besoin. Et cela signifie pour les lenders de continuer à travailler sur ces projets pour les ramener jusqu'à la phase d'autorisation du projet. Donc, il en découle donc toutes les études techniques, bien sûr, qui permettent donc d'obtenir les droits de construction. Voilà, et en parallèle, se fait donc la programmation budgétaire sur une base de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, on va revoir les investissements qui ont été faits et on va fixer les besoins d'investissement pour les 5 ans à venir. De la même manière, les plans de besoins sont donc revus tous les 5 ans. Et bon, théoriquement, le Parlement est autorisé à inscrire d'autres projets dans ces plans de besoins, mais en règle générale, ça se couvre très bien avec ce qui a été proposé dans le plan directeur des infrastructures par le ministère des Transports. Alors, pour le plan directeur des infrastructures fédérales de l'année 2003, qui couvre donc la période 2001-2015, il y a donc une enveloppe financière de 150 milliards d'euros qui est liée.
Sur ces 150 milliards d'euros, il y a à peu près 55% qui sont destinés à couvrir les besoins en entretien. En quelque sorte, cet argent est donc mis de côté dès le début et toute la marge de manœuvre du ministère porte sur le reste, en quelque sorte, qui porte donc sur l'aménagement et la construction nouvelle d'infrastructures, sachant que là aussi, on va d'abord inscrire dans le plan les projets déjà en cours. Ici aussi, dans une logique de terminer assez rapidement donc, des projets qui ont été commencés une fois. Projets en cours sont tous les projets qui sont soit en chantier, soit il y a une convention de financement avec un partenaire privé qui est signée. Et pour le nouveau schéma directeur, donc date limite, c'est le 31 décembre 2015. Donc tout ce qui sera mis en chantier jusqu'à la fin de l'année 2015 va être inscrit dans le nouveau schéma directeur de manière prioritaire en disant, voilà, ces projets seront à terminer. Alors, et puis vous avez la répartition entre les différents modes de transport, sachant que pour les voies ferrées fédérales, il y a encore d'autres financements qui vont s'ajouter à cela. Et donc, on est à peu près à 50% pour... pas 50%, pardon, mais voies ferrées et routes, c'est à peu près de même importance. Alors, ce schéma est peut-être le plus surprenant, en tout cas c'était pour moi quand j'ai vu ce tableau la première fois. Enfin, il montre les besoins d'investissement pour les projets classés comme projets prioritaires. Parce qu'au sein du plan directeur des infrastructures, il y a deux catégories jusqu'ici de projets. Il y a les projets prioritaires et les projets d'autres projets qui viennent ensuite. Alors tout le monde sait que les projets qui sont prioritaires sont les projets qui ont réellement une chance à être construits pendant la durée de validité du plan directeur. Et tout le monde sait que pour les autres projets, c'est un tout petit peu plus compliqué, très souvent parce que les projets sont moins avancés, et puis parce que ce sont des projets où le besoin n'est pas aussi important, et il y aura donc beaucoup plus de discussions aussi sur l'intérêt du projet par la suite. Mais à la base, l'ensemble des projets qui ont un rapport avantage-coût qui est supérieur à 1, qui sont donc bénéficiaires, peuvent être financés par le Bund et peuvent donc être inscrits dans le schéma directeur. Voilà, donc ici on a les besoins de financement pour les projets prioritaires. Ça a été évalué à 90 milliards d'euros lorsqu'on a établi le schéma directeur. Alors, entre 2001 et 2012, donc on n'est pas encore au terme de ces 15 ans de durée, on a investi au total 52 milliards d'euros pour ces projets prioritaires. Et en 2012, on a donc refait les calculs, on s'est rendu compte qu'il faudrait encore 87 milliards d'euros pour réaliser ces projets qui sont soit en cours de construction, soit les projets qui n'ont même pas été commencés jusqu'ici, mais qui le seront d'ici à la fin 2015. Alors, il nous faut donc 87 milliards d'euros, et ce n'est pas une erreur de calcul, dû justement à des augmentations de coûts, des délais supplémentaires, etc., qui n'ont pas été pris en compte lorsqu'on a chiffré les besoins d'investissement lorsque le plan a été établi. Alors, de quelle manière est donc évalué un projet ? Bon, à la base, au centre de l'analyse, on va faire une analyse coût-avantage, j'ai déjà dit, puisque tout projet doit avoir un rapport avantage-coût qui est supérieur à 1 pour être susceptible d'être financé par le Bund. Autrement, ce ne sera pas possible. Donc ça au cœur de l'analyse.
Et cette analyse, elle est complétée dans ce calcul-là entre les gains de sécurité, hein, c'est classique, les gains de temps, bien sûr, les réductions du coût d'exploitation, tout ça, ça se fait largement, pas seulement en Allemagne. Et puis, il y a une partie des effets environnementaux qui peut être monétarisée, qui entre également. Après, on va compléter cette analyse par une analyse environnementale, bien sûr, par une analyse sur les effets sur l'aménagement du territoire, et enfin par une analyse des effets sur le développement urbain, surtout pour tout ce qui concerne les projets routiers. Et là, je parle notamment des projets de contournement des villes qui sont assez nombreux à être soumis par les lenders, lorsqu'on demande donc aux lenders et aux autres acteurs de faire connaître leur projet. Donc, encore une fois, une partie des effets environnementaux entre dans l'analyse du rapport avantage-coût, et les autres sont donc analysés dans une analyse multicritère, tel que ça a été présenté en introduction. Donc, ici, on cherche à évaluer l'ensemble des effets sur le paysage, la nature, les eaux, le sol, bien sûr, la santé, bien-être, etc. L'idée consiste donc à regarder le type des mesures, l'intensité des mesures, par rapport au territoire où va être localisée l'infrastructure. On va en fin de compte obtenir une sorte de notoprojet qui permet d'évaluer donc ce risque écologique pour le projet. Donc là, vous avez un exemple qui était l'aménagement d'une liaison ferroviaire à 2 à 4 voies avec électrification sur 177 km. Et c'est donc la partie au milieu qui est affichée. On va donc considérer un couloir autour de cette liaison ferroviaire. On a analysé les différentes zones. On a cherché à évaluer donc ce risque écologique pour chacune des zones en fonction donc du type de zone et puis on a accumulé le tout, agrégé le tout pour obtenir une autoprojet qui est donc illustré ici. Et pour ce projet, donc, le risque écologique il est moyen. Il est moyen parce qu'il y a parmi toutes les zones, il y a 5% des zones où le risque écologique est élevé. Donc ça, c'était en fait, on ne peut pas avoir une note inférieure s'il y a au moins une petite partie où le risque il est élevé. Donc par principe de précaution, bien sûr. Et puis on peut regarder séparément si c'est une zone où il y a de faible trafic jusqu'ici. Ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'un aménagement d'une liaison ferroviaire. Alors, comme cette méthode elle est assez bien standardisée, elle se base sur une analyse cartographique. Elle se fait pas tout à fait automatisée, mais quand même largement automatisée. Elle va être complétée par le regard de l'expert sur cette analyse du risque écologique qui permet donc de nuancer, de tenir compte d'autres effets qu'on ne peut pas analyser en regardant seulement sur une carte. Alors ici, un facteur positif, par exemple, c'est donc le fait que le projet s'est fait sur cette liaison ferroviaire existante. Donc ça permet, en fin de compte, c'est la dernière ligne, d'attribuer une note plus élevée ou plus faible au projet en question. Alors, et puis après, il y a la directive Habitat, bien sûr, avec les zones Natura 2000 qui est pris en compte séparément. On va donc classer les différentes zones qui sont analysées pour dire, voilà, là, il y a une atteinte sérieuse qui ne peut pas être exclue, ou à d'autres endroits, elle est inévitable, ou elle peut être exclue. Voilà. Et puis, en fin de compte, les experts vont donc donner leur avis par rapport à ce projet. Ils vont faire des propositions de modification du projet. Ici, par exemple, il a été dit clairement, ça va faire uniquement s'il y a vraiment un intérêt public qui est suffisamment important. Et puis, il faut surtout s'attendre à une étude beaucoup plus approfondie pour ces zones qui relèvent donc de la directive Habitat. Alors,
Pour passer donc à l'analyse de ce qu'on a fait dans le passé, la première chose qu'il faut dire que quand on parle du plan directeur des transports, c'est un grand nombre de projets que nous traitons. Alors pour les projets routiers, on était à 1800 projets qui ont été soumis en 2001. Donc sur les 1800, c'est impossible de faire l'analyse de l'ensemble des projets. Et donc, il y avait 700 qui ont été choisis par l'Agence fédérale de la protection de la nature sur la base d'un certain nombre de critères. Pour le rail, notamment pour les aménagements, ça s'est fait au cas par cas. Sinon, pour les nouvelles constructions, il y avait cette analyse de manière assez systématique. Et puis, pour les projets de voies navigables, uniquement pour les projets importants. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, le premier point dans cette évaluation qu'on a fait dans le passé. Après, il faut dire, surtout quand on regarde aujourd'hui, que c'était des experts en questions environnementales qui ont fait ces évaluations. Je pense qu'on peut y faire confiance, mais c'est assez difficile aujourd'hui de retracer ces décisions, de retracer les critères qui ont été utilisés pour aboutir aux évaluations qui ont été faites. Et puis, de manière beaucoup plus générale, on a des projets, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, où il y a un manque d'acceptation qui est très important, où les délais ont été extrêmement longs, et puis l'augmentation des coûts, je l'ai illustré avec le tableau tout à l'heure. Voilà. Donc, puisque là, nous sommes en train de préparer la méthodologie qui nous permettra d'évaluer les projets pour le nouveau plan directeur, on s'est fixé trois points importants à traiter. Alors, le premier consiste à développer donc une méthode qui nous permettra d'évaluer systématiquement l'ensemble des projets. Sachant que ce sont des projets très divers et qu'on va se baser bien sûr sur ce qui a été fait dans le passé, mais quand même de structurer autrement, de manière beaucoup plus claire, pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus transparent et qui pourrait être retracé beaucoup plus facilement et qui pourrait être expliqué aussi beaucoup plus facilement. Alors, le deuxième point consiste à se dire que dans le constat que des besoins en entretien d'infrastructures sont extrêmement importants et qu'il y a encore beaucoup de projets du dernier plan qui sont en cours de construction et pour lesquels il faut réserver des moyens de financement, il faudrait être très sélectif au niveau des nouveaux projets à inscrire dans le plan. Alors pour cette raison-là, on veut clairement identifier donc, les projets pour lesquels le risque d'un allongement des délais ou d'une augmentation des coûts par rapport à ce qui est estimé aujourd'hui est le plus élevé et pour quel projet ce risque est beaucoup moins important. Et enfin, le dernier point, c'est de réfléchir à comment faire aboutir à une meilleure concertation pour augmenter donc l'acceptation des projets par le public. Alors ici, l'idée consiste donc à passer à une concertation qui se fait donc en amont, c'est-à-dire déjà à ce niveau-là où nous nous situons, donc au niveau vraiment stratégique de la planification, avec dans les trois questions qui résultent donc des trois problèmes posés. Donc comment organiser l'évaluation du risque écologique, comment vérifier la plausibilité des coûts et des délais, puisque les projets sont donc soumis au ministère avec les estimations des coûts par les lenders et la Deutsche Bahn notamment, et comment faire donc participer le public. Voilà. Bon, le premier, c'est peut-être beaucoup moins intéressant, c'est vraiment la méthodologie, comment évaluer les risques écologiques, où on travaille en étroite coopération avec l'Agence fédérale de la protection de la nature et avec l'Office fédéral de l'environnement, qu'on a rencontré déjà à plusieurs reprises et qui nous aidera donc à terminer ce point-là. Normalement, c'est prévu pour le printemps 2014. Donc, il reste encore un peu de travail là-dessus. Alors, l'idée de base, peut-être aujourd'hui, c'est de dire qu'on va donc évaluer chacun des projets et puis le plan dans son ensemble. Et puis,
le plan dans son ensemble va être donc soumis à la concertation publique. Alors, il y a aussi, on parlait donc un projet qui a pour objectif de regarder comment vérifier si les coûts d'investissement estimés sont possibles, si les délais de projet sont possibles. Alors là, on a demandé à un groupe de chercheurs d'évaluer les projets du dernier plan directeur et de regarder un tout petit peu comment les choses ont évolué et de regarder s'il y a des liens, notamment entre le risque écologique et ces augmentations de coûts et l'allongement des délais, et de quelle manière on peut peut-être retracer des projets types ou des types de projets ou des types de zones pour être mieux préparé à une augmentation des coûts ou pour être, pour avoir un peu de recul par rapport aux chiffres d'investissement qui nous sont proposés. Et puis le dernier point, c'est donc comment faire participer le public. Alors là, on va donc commencer une concertation ou un débat public qui s'est fait déjà au niveau du schéma directeur. Ça n'a pas été le cas dans le passé. Dans le passé, on a soumis notre plan uniquement au Länder et au ministère, et puis de manière beaucoup moins informelle aux grandes associations environnementales. Alors maintenant, ça se fera donc où la participation du public aura lieu le long du projet. Donc vous voyez ici l'ensemble des étapes d'élaboration du schéma directeur, à commencer par les prévisions de trafic, après l'évaluation des différents projets avec donc les 4 piliers: analyse coût-avantage, analyse environnementale, analyse des effets sur l'aménagement du territoire et des effets sur le développement urbain, et puis la participation tout en bas, donc une flèche qui accompagne l'ensemble des étapes. Alors ce diapo suivant, c'est juste pour l'illustrer une autre fois, mais là sur une axe de temps. Donc vous voyez très bien dans la phase D qui porte donc sur les consultations, les concertations, que ce soit avec les ministères ou les Länder ou le grand public. Ça s'est fait donc depuis le début des travaux jusqu'à la fin, donc depuis 2011 déjà, et encore jusqu'en 2015. Et plus précisément, ça s'appelle le diapo le plus intéressant, vous voyez donc que tout d'abord, l'ensemble des informations qui portent sur le schéma directeur sont publiées sur le site internet, bien sûr. Ça, c'est le minimum en quelque sorte, mais c'est quand même un grand pas en avant par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Ça commence avec le choix des scénarios pour lesquels on a fait les prévisions de trafic. Ça inclut une sorte de conception fondamentale, c'est comme ça que le ministère l'appelle, qui est en quelque sorte un petit guide qui comprend les grandes lignes qui devraient nous guider dans le choix des projets. Ça porte aussi sur l'inscription des projets. Donc une fois qu'on a reçu l'ensemble des projets qui ont été, que cette base de données a été consolidée, on va la publier pour que tout le monde sache quels sont les projets qui ont été inscrits dans le plan, qui ne vont pas être inscrits dans le plan, mais qui sont déclarés par les Länder. Ensuite, ça sera la méthode d'évaluation qu'on va également publier. Les résultats des prévisions. Alors, il y a des parties qui ont été déjà publiées, qui ont été discutées avec les grandes fédérations, avec les différents acteurs, mais les prévisions dans leur ensemble vont l'être également. Et puis, bien sûr, le projet du plan directeur des infrastructures avec plan environnemental. Voilà. Donc, une consultation qui est assez large. Alors, des réunions publiques, c'est relativement compliqué. On les fait avec les fédérations, les associations. Avec le grand public, c'est compliqué parce que dans le plan, il y a tellement de projets qui concernent tout le territoire que l'organisation des réunions publiques, c'est quand même assez délicat en matière de gestion de ces réunions. Mais tout citoyen peut s'exprimer, bien sûr, par rapport aux différents moments où il peut intervenir. C'est notamment donc la présentation de la conception fondamentale
et ça sera le projet de plan. Et bon, la conséquence de cette évaluation environnementale et de l'ensemble des démarches consiste donc à en tenir compte lors du classement du projet. Ça n'a pas été forcément le cas dans le passé. Enfin, c'est difficile à retracer pourquoi quel projet a été inscrit dans le plan, à condition qu'il y a donc un rapport positif avantage-coût. Alors aujourd'hui, on indique qu'au-delà de cette catégorie des projets qui sont prioritaires et les autres projets, il y aura une catégorie qu'on appelle prioritaire plus. Ce sont donc les projets de vraiment très grande priorité. Et l'idée consiste d'avoir là un volume de projets qui correspond à peu près à ce qui est réaliste par rapport aux moyens financiers disponibles. Et une condition peut être inscrite dans cette catégorie, c'est bien sûr le rapport avantage-coût, on a déjà dit, il faut qu'il soit positif et élevé pour cette catégorie, mais après, il y a bien sûr des aspects en lien avec le réseau en tant que tel, donc les effets sur le réseau, et puis bien sûr l'impact environnemental faible, donc à dire que des projets sur lesquels il y aura peut-être moins de besoin de... Bon, pas de discussion, on ne va pas dire comme ça, mais des projets pour lesquels une réalisation assez rapide et pour lesquels le budget estimé est peut-être assez réaliste également, serait le plus probable. Voilà. Voilà, il y avait encore un point que je n'ai pas noté, si j'ai encore une petite minute. Une demi-minute. Merci beaucoup. Enfin, c'était sur... l'accélération des procédures en matière d'élaboration et autorisation des projets d'infrastructure. Il est vrai que ça a été... il y avait une loi qui a été votée en 1991 pour les projets qui ont été prévus à être réalisés sur le territoire des nouveaux Länder. Et là, l'idée consistait notamment à désigner un seul tribunal, le tribunal administratif fédéral, qui serait donc compétent en cas de litige. Alors, ça n'a pas été trop critiqué à l'époque pour la simple raison qu'on était en train de construire toutes les infrastructures administratives. Et donc, l'idée de dire qu'il y a un seul tribunal responsable, ça a du sens. Alors, cette loi a été abrogée en 2006 et remplacée par une autre qui permet donc aussi d'accélérer les procédures d'autorisation, de demande d'autorisation pour un certain nombre de projets, pour les projets qui sont des projets internationaux, les projets qui concernent la desserte des grands ports maritimes allemands, qui concernent les projets avec où il y a des goulets d'étranglement assez importants et donc des besoins cruels d'investissement, et puis il y avait une quatrième catégorie. Enfin, ici, il y a donc la possibilité notamment de supprimer les réunions publiques et d'avoir, encore une fois, un seul tribunal compétent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de passer, de faire porter une première plainte et ensuite de s'adresser à un autre tribunal. Donc ici, l'idée est de réduire les délais d'autorisation de 2 ans à peu près. Enfin, il faut dire que ça a été beaucoup critiqué, notamment par les associations environnementales. Et puis, il n'y a pas forcément tous les projets qui sont susceptibles à profiter de cette loi, où on le fait pour des raisons notamment d'augmenter leur acceptation. Voilà. Merci Katharina. Je vois que les demi-minutes allemandes sont plus longues que les françaises, mais malgré ton exil à Berlin, la qualité de ton français, la clarté de tes images n'ont pas été affectées. Je te remercie. On aurait beaucoup de questions à te poser. Je crois que ton exposé est très riche, très intéressant. Je vois que le Bundestag n'apparaît qu'en dernière phase. C'est assez intéressant. Je vois aussi une vision assez globale. On n'est pas à une évaluation projet par projet en termes de concertation. On a un plan national avec une stratégie, avec une liste de projets qui est soumis bien sûr au débat, mais il me semble qu'il y a là une démarche assez différente de la nôtre et la comparaison n'en est que plus éclairante. Sans prendre de temps, parce qu'on est en retard sur l'horaire, je vous donne tout de suite la parole, s'il vous plaît. Et de temps à autre, vous vous arrêtez gentiment
que je fasse I make a very short English summary of what you a French summary, sorry, but please stop from time to time. Thank you. Thank you. I first have to apologize for not speaking in French to you. I feel more comfortable speaking English, and I hope it will be clearly enough for you. If not, please let me know. I work for the Ministry of Infrastructure and the Environment, and this ministry was formed a couple of years ago. And I must say, I am from the infrastructure part, but the marriage with our environmental colleagues was a happy marriage. So we are improving, and we have less conflicts with the environmental ministry since we are one ministry. Donc le rapprochement du ministère de l'Environnement et des Transports et des Infrastructures est quelque chose de récente, mais finalement s'avère profitable aux deux côtés. As you can see, the Netherlands is a very densely populated country, and we are fortunate to have a kind of a pressure cooker creating the environmental problems that you encounter not in the same way or later. And we were talking about here about an impasse, a deadlock. Well, we encountered this deadlock in 2006. When all the projects effectively stopped. They were blocked due to air quality restraints. Donc un territoire très fragile où les questions d'environnement se posent plus fortement que chez nous. And we were developing many environmental procedures, methods, and we're very good in well, let's say the technique in creating more and more methods, more instruments, more rules and regulations. And environmental impact assessment procedures became more complicated, became more elaborate. One of our major projects, the second Rotterdam Harbor, had an environmental impact assessment with a report of more than 6,000 pages. The main report, without the annexes. Donc un empilement de méthodes, un rallongement. Le plan d'évaluation d'impact environnemental d'une autoroute faisait combien? 10 000 pages. Et donc la recherche de méthodes plus efficaces et plus rapides. As I said, all the projects from 2006, the national projects were effectively put on hold due to air quality restrictions. It appeared we implemented the European Directive for Air Quality very strict in our national legislation. And all the experts that were consulted produced more methods, more guidelines, how to even more elaborate study air quality. Well, that was not the way to solve the problem. There was not a lack of knowledge, there was a lack of will, and there was a lack of achieving or solving the problems. Donc il y a eu un moment critique en 2006 sur la qualité de l'air où on a considéré que l'application stricte des règles européennes arrivait à bloquer tous les problèmes et au lieu d'élaborer des méthodes encore plus complexes, c'était l'occasion d'une vraie remise en cause des démarches et des méthodes. First, let me explain some of the principles of studying for the project. We have an explorative study. I think it is more or less the same as my colleague from Germany showed, and I think it is more or less the same as you have in France. The second is more on a project level. It's a project study. And finally, realization use. It's much more complicated, but this is in brief how it works.
what we have discovered was that there was no good connection between these stages, between these phases. We have had projects that took over 50 or 60 years. Well, that was the most extreme, but on average it was 15 to 20 years before a project was finalized. And then you can imagine that you have a preliminary study, then next another study. You have other project teams, you have other political administrations, you have shifts in political opinions causing delay, and delay often causes new delays. We have Donc un found that allongement des procédures du fait d'une mauvaise liaison entre les phases amont et les phases aval. On aboutit à des durées de 15 ou 16 ans. Ça me rappelle un audit français des années 2003 qui aboutissait aux mêmes durées de 15 ans ou à 20 ans pour un projet. Mais entre-temps, les délais s'allongeant, les attentes du public eux-mêmes évoluent, qui amènent à des nouvelles études pour s'adapter aux nouvelles attentes. Et donc le retard engendre le retard. And in the same period, from 2006, public opinion changed. Environment was not top priority. We had a juridification of environmental problems, especially in the field of ecology. Air quality effectively blocked all spatial development. So it was time for drastic change. The Parliament adopted an emergency act enabling some 30 projects, road widening projects, to be achieved within very short periods. Donc il y a une loi d'urgence pour traiter en priorité une trentaine de projets. Very important. Dans des délais très courts. Very important. We had a minister who was very dedicated in achieving his goals. He Avec was un ministère en charge de cela. a project minister, you might say, and he was also appointing other politicians as responsible for projects. Several ministers, and also on a local and regional level, the most important politicians were made responsible for their projects. Avec des porteurs de projets, un peu comme on l'a vu en Europe avec les grands projets européens, on désignait un homme politique ou une femme politique pour les mener à bien. It was a successful procedure to solve this problem, and in effect in 2009, 2010 we had more project decisions taken than ever before. This faster and better campaign was not solving one problem, not the environmental impact assessment problem, because that is a minor problem compared to the rest of the problems. The environmental impact assessment procedures are elaborate, they are taking some time, but it was not the main cause of the delay. En fait, le cause de retard n'était pas la longueur des études d'environnement qui sont assez efficaces, c'était plus général. We had a lack of will, of governmental focusing. We had a lack of prospect of funding. So a project nowadays only can start if there is a guarantee for the budget. If there is no guarantee, no project. We developed a set of rules for effectively reducing the amount of research called useful impact assessment. Only research those aspects that are discriminating for the alternatives. Donc on a réduit les études d'impact environnemental à l'élaboration, à l'exploration des aspects qui discriminent véritablement les projets les uns avec les autres. And it seems very apparent, but it used to be more the situation that everything that could be examined was examined, leading to very
elaborate studies. Another part of this campaign was market search. Include market parties as early as possible in your project. Appropriate public participation from the start. And a cooperation with other authorities. So we have more projects nowadays that are in urban areas, and local municipalities, regional administrations are responsible for achieving the project results. So we have to cooperate more closely than before. Un nombre plus grand de projets ont un impact urbain et donc réclament une association plus étroite des collectivités locales qu'auparavant. And the last one, the chain approach, I just explained to you. Well, last year we have examined a range of projects, infrastructure projects, waterway projects, and we are making progress. But we made a blueprint how to improve. Faster and Better was a blueprint how to improve the situation, but it was theory. In practice, it appears to be more difficult to get these improvements. However, the duration of the entire initiative has drastically improved. Alors la méthode Faster and Better était en fait théorique et à l'application elle a été moins évidente qu'on ne le pensait. Néanmoins, on a un résultat général d'accélération effective des prises de décision. One of the things that we have discovered is you can make a blueprint how to improve, but there is a wide variety of different kinds of projects, very complex projects in multi-level urban areas with all different kind of stakeholders, and we have very simple road widening projects. We had one-size-fits-all procedure how to improve. It appears that it is necessary to be more flexible according to the type of project. Une démarche unique n'était pas convenable parce qu'élargir une route c'est simple, traiter un problème urbain avec de multiples parties prenantes c'est beaucoup plus complexe. Il fallait donc diversifier et assouplir la méthode. Well, one of the major discussions at this moment is we have environmental impact assessment on a strategic level, and we have them on a project level, and we have them on a national program level. So sometimes we have on 3 levels environmental impact assessments. And it should be from global to more detailed. But what we see is that already in the preliminary stage, the public asks many details, local politicians ask many details. They want to know exactly where the road or where the railroad is coming, what backyard exactly. So it forces us to get more in detail and to do research for all different kinds of alternatives, more than necessary in an exploratory stage. So the art is to stay global and to have a lot of alternatives compared in the exploratory stage, then leave only 3 at the first half of the stage, and then at the end of the exploratory stage only have 1 preferential alternative, still rather global. And then on a project level, we go deep into the details. Une des difficultés, c'était qu'on distinguait théoriquement un niveau stratégique, puis descendant jusqu'au projet, mais la demande des autorités locales et de l'opinion était d'entrer dans des détails très fins dès la phase stratégique, ce qui compliquait, alourdissait les choses. Donc une tentative pour réduire l'identification des options stratégiques avant de les soumettre à une analyse détaillée et beaucoup plus fine. So that is the major challenge for us in the planning phase to integrate these different stages and to do some backcasting from the end. If you look backwards, what do you need from the beginning?
So not just start and then go on, but think from the result backwards. Et oui, ordonnancer les choses à partir du résultat final et remonter le temps pour voir qu'est-ce qui est nécessaire pour aboutir à ce résultat final espéré. Then the conclusions. Well, improving environmental impact assessment has to be integrated with other aspects, internal procedures, legislation, political commitment, budget guarantees. If you do not put these together in one program, you can make as many laws as you want, but making better laws is not the final solution to an inadequate political system. Donc une conclusion principale, c'est qu'on peut améliorer les méthodes d'évaluation environnementale si elles ne s'intègrent pas dans une volonté politique plus forte, un souci de budget, de passer de la planification à la programmation. Les meilleures lois environnementales ne seront pas efficaces si ce n'est pas l'ensemble du système d'évaluation-décision qui est considéré. And environmental impact assessment is often blamed for the delay. Well, we have investigated that, and only a limited part of that delay is caused by the environmental impact assessment procedures. The rest of it was due to political debate, changing political views, lack of budgets, etc. Oui, on met souvent la responsabilité de l'allongement sur les procédures environnementales, alors que c'est d'autres procédures de décision ou de non-décision politique qui sont la principale cause d'allongement des projets. And one of the major reasons for delay in dialogue with the public is lack of confidence. So you have to improve the confidence with the public from the very start, and producing as much as reports as you can is not a solution, but transparency and confidence are on the basis of genuine participation. And you are able, or you are allowed to say, I do not know every answer, but if at the end it proves to be worse, we take additional measures. So we have introduced a deliverance check after the completion of the project, and then we look backwards and we say, we calculated this amount of noise, we calculated this for air quality, these effects on nature, and this appears to be the result. And if not adequate, we have to take additional measures. Donc dans la concertation, ce qui est très important, c'est la confiance dès le début, avec une honnêteté, une transparence des données, et une procédure, si j'ai compris, de retour. Après la concertation, si des questions ont été posées sans réponse immédiate, on fait le travail et on retourne rendre compte des précisions qu'on a ainsi apportées. And then there is another misunderstanding or an illusion that if you have a major infrastructural project, a good participation will create public support. Well, nobody wants a motorway in his backyard. So public support, to a certain extent, is an illusion. However, you can work transparent. It is a political decision that has to be made. But once the political decision has been made, you have to be clear about the objective. You have to be clear about what you are going to do. And you have to involve the public in detailing the design and designing the mitigating and compensatory measures. Donc obtenir l'approbation du public n'est pas évident. Personne ne veut une autoroute dans son jardin. Mais il faut que quand un projet a été fait, on en rend compte à tous les détails de façon honnête et qu'on présente clairement les compromis, les solutions et les compensations éventuelles aux dégâts inévitables. And then the last one, we need more focus on a national level, on a regional level, and on a program level on what we want to achieve. We have many problems, but the more clear you are on a national level on your ambitions, the more easy it is to
to elaborate this on a regional level and on a local level. Je crois que c'est très important et peut-être différent de ce qui se passe chez nous. On part vraiment du top-down et on assume une vision stratégique nationale, puis régionale, puis le niveau des projets. Et la compréhension de la logique d'ensemble facilite l'acceptation des projets locaux. And the second is a one-size-fits-all solution is not possible. You have to make improvements in theory, but then you have to have flexibility on a project level. So very carefully listen to your project staff for what they need, and they are experienced in the way they work, so listen to your project staff. Et donc une seule méthode n'est pas adéquate à la diversité des projets. Il faut être très attentif aux besoins spécifiques, aux questions spécifiques liées à un projet local et donner aux experts locaux la capacité d'y répondre. And one of the major challenges still nowadays is reducing the amount of research. And it is much easier to produce more research, to produce more text, to produce more figures. And I have the opinion that the number of specialists, of consultants, of everybody involved in the discourse creates more work, creates more detail, creates more research. So one of the solutions is reduce the number of specialists involved in and around the project. Bon, mauvaise nouvelle pour les consultants, ils sont trop nombreux. Et plus de consultance produit plus de consultance. Donc j'ai entendu tout à l'heure ce concept nouveau, la recherche utile, useful research. Donc les études utiles, voilà. For example, we have had many discussions with legal advisors, and in one of these discussions, one of my legal colleagues said, "We have never had a problem with too much information in court. So please put everything you have in the project information. While the more information you have, the more possibility for mistakes and for a not transparent project. So this causes a lack of confidence with the public, a lot of information, and it is often used to cover up the actual meanings or the actual goal that is behind the project. Et trop d'informations tue l'information, ça rajoute de l'opacité, ça détruit la confiance et ça fait perdre de vue les finalités d'un projet. Donc une bonne information choisie vaut beaucoup mieux que trop d'informations en vrac. Tiering, so connecting the stages, is important, as I showed before. Acceleration of the planning process is possible, but it requires commitment on all levels and within all groups of people involved. Donc l'accélération est possible, mais elle suppose une volonté politique à tous les niveaux de décision. Merci beaucoup. Ce qu'on nous a dit est parfaitement passionnant. Je me tourne vers les responsables de l'horaire. Combien de temps on a pour débattre? Voilà, donc on prend quand même du temps pour quelques questions. Je joue le rôle du méchant, hein. Je regarde la montre, mais je crois qu'il y a aussi une troisième table ronde passionnante et il faut répartir le temps convenablement. Donc il y a le temps de quelques questions, mais pas beaucoup plus, malheureusement. Claude Gressier. C'était pas prêt à l'avance que Claude Gressier pose la première question. Non, pas du tout. Moi, d'abord, j'ai une première remarque, c'est que les deux exposés ont vraiment un point commun, c'est la constitution d'un schéma national qui ensuite est décliné évidemment en projet particulier, mais chaque projet, comme ça vient d'être dit, prend appui sur le schéma national pour sa propre justification. Je pense que c'est un élément très important et que nous n'avons pas chez nous. Je rebondis sur une question, la dernière question qui avait été posée lors de la table ronde précédente,
et je voudrais la reposer pour savoir s'il y a des exemples aux Pays-Bas ou en Allemagne y a-t-il eu des évaluations a posteriori, non seulement des projets eux-mêmes, ce que nous faisons en France, mais essentiellement sur le plan des trafics, de l'utilité, etc., mais aussi sur l'environnement. Est-ce qu'on a, après qu'un projet ait été réalisé, est-ce qu'on a fait une nouvelle analyse de l'environnement pour voir si, je dirais, l'ensemble des procédures et des études qui avaient été faites avant ont servi à quelque chose, plus ou moins, pas du tout. Je pense que ça serait, comme l'a dit la personne d'Eiffage précédemment, sans doute assez utile. Mais c'est peut-être un très gros travail. Katharina, tu veux répondre? Oui, oui. Alors, c'est bon? Ok. C'est bon, ça va? C'est bon, Ah, écoute. ok. Alors, pour l'Allemagne, il y a le problème, ce que nous avons avec notre plan national des infrastructures, c'est que nous avons un niveau très élevé de la planification. Alors, par conséquent, on ne connaît pas encore les tracés. Et donc, forcément, nous, on fait l'évaluation du risque écologique dans une idée de précaution. C'est-à-dire que il nous arrive plutôt d'avoir des projets qui sont classés avec un risque écologique élevé, où après avoir choisi le tracé précis, on se rend compte que finalement on ne touche pas à une telle zone sensible, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas systématiquement une analyse de ces évaluations environnementales plus tard. Alors, en élaborant la nouvelle méthode d'évaluation, c'est vrai qu'on a regardé les anciens projets. On a demandé aux experts qui travaillent pour le ministère de faire une analyse de ce qui a été fait dans le passé et pour en tirer les conclusions pour la nouvelle méthode. Et en partie, ce sont des gens qui avaient déjà travaillé sur l'ancien plan directeur. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas de manière systématiquement pour tous les projets. Cela étant dit, pour le nouveau plan environnemental, il est prévu qu'il y aura, avec un peu de recul, un regard sur les projets. I can add for the Netherlands, we have had lots of discussions on this topic because there is a legal obligation to do an environmental impact analysis evaluation afterwards, but in practice it is hardly ever done. And sometimes if there is much political and public pressure, we do it. But in most of the cases, we don't do it. And that's the reason why we introduced for major motorway projects the deliverance check 1 year after deliverance of the project. We have to check the environmental assumptions, the figures in the environmental impact analysis, if they are correct. And on a third level, on a permit level, we sometimes monitor mitigation and compensatory measures for nature protection purposes, but that's on a permit level. Je crois que tout le monde a compris. Dominique Overlo. Merci. Bonjour, un très grand merci d'abord à vous pour ces deux exposés qui ont été très brillants et merci à Sonia pour la façon dont elle les a résumés et pour tout le travail qu'elle a effectué. Ma question va revenir sur ce que j'appellerais l'évaluation environnementale préalable. Nous avons une difficulté en France. Le président de la CNDP a montré que lors des débats publics, il fallait présenter tout le projet, toutes les questions relatives au projet, y compris les aspects environnementaux. Et l'autorité environnementale nous dit, attention, il n'y a de réelles possibilités de faire une évaluation environnementale approfondie que beaucoup plus tard, que lorsqu'on s'intéresse véritablement au projet. Est-ce qu'en Allemagne, vous avez une difficulté? Je traduis, je résume. Need for environmental studies cannot be completely
first stage, given it's a strategic view, and to make a real environmental assessment, you need a local approach. So there's a sort of contradiction between the need for the upstream requirement and the possibility to fulfill it. En Allemagne, je comprends que vous avez inventé une sorte de notion différente, qui est la notion de risque écologique du projet, qui est effectuée très en amont au moment de la procédure globale nationale. Est-ce que vous avez vu parfois des contradictions entre cette évaluation du risque écologique et des études environnementales approfondies? L'autorité environnementale montre que parfois, l'évaluation environnementale a été très fortement minorée au début du projet, donc on est passé à côté des véritables problèmes. Est-ce que vous constatez la même chose par rapport à une évaluation très en amont sur ce que vous appelez le risque écologique du projet? Alors oui, il y a des écarts. Enfin, c'est plus dans l'autre sens. Et c'est là où ça pose le plus de problèmes aussi pour l'expliquer aux gens. Parce que bon, là, pour le nouveau plan directeur, il y aura dedans des projets qui ont déjà reçu toutes les autorisations et qui vont être évalués de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas été mis en chantier et qu'on a tellement peu de moyens. Bon, je ne veux pas me plaindre, mais bon, on a quand même des moyens financiers limités par rapport à tous les projets qui ont été soumis. Et donc, des projets qui ont déjà reçu des autorisations peuvent être ou vont être revus de la même manière que des projets qui sont en début, en moyen, dans une phase intermédiaire d'évaluation ou de planification. Et là, on a le problème qu'il y aura probablement, on n'a pas encore commencé à évaluer, mais sur les premiers projets qu'on a montrés aux experts pour sentir un tout petit peu où va aller le voyage, il y a des projets qui ont reçu des autorisations. On a fixé des mesures compensatoires, par exemple, et qui vont être classés avec un risque écologique élevé parce qu'on le fait à un niveau supérieur. Et donc, on ne connaît pas les tracés précis, on n'a pas toutes les informations. Mais c'est le seul moyen, enfin, pour avoir un traitement un peu plus ou moins équitable entre les projets. Après, on discute toujours avec le ministère de l'Environnement comment traiter ces projets. Quoi faire avec ces autorisations qui ont été données et qui disent, bon, finalement, on arrive à traiter avec tous les aspects environnementaux et se retrouver avec ce projet qui est donc classé très mal. Ça, bon, là, il faut encore trouver une solution. Bon, a priori, ça n'empêcherait pas à ces projets d'être classés parmi des projets de grande priorité en disant que, bon, si on regarde à notre niveau, c'est vrai que le risque écologique il est élevé si on applique la même méthode, mais on sait maintenant on a plus d'informations qui permettent donc d'affiner, de préciser, et finalement, cela justifie de le financer quand même. I can add to this that in the Netherlands, we have very limited new projects in Natura 2000 areas, so in European protected nature areas. But if we have these, we have the same problem that you just described, and sometimes even the best scientific approach cannot give the answers. I spoke about the Rotterdam Harbour enlargement project. We have seen the possible risk of effects in the Wadden Sea area, more than 150 kilometers to the north, due to occurrence in the sea. But even the best scientific research did not give a proper answer on that risk. So to counteract this risk, permanent monitoring is part of the project, and we are permanently and intensively monitoring the situation. So in case the situation is deteriorating, appropriate measures can be taken immediately.
Donc pour certains grands projets, les études scientifiques ne peuvent pas anticiper les effets environnementaux. Par exemple, l'agrandissement du port de Rotterdam a des effets en mer jusqu'au-delà de 150 km. Dans ces conditions, on met en place un système de suivi, de sorte que si les effets se dégradent et dévient par rapport à la trajectoire prévue, on puisse prendre des mesures correctrices dès que nécessaire. Une dernière question. Oui, Jean-Pierre Duport. Bonjour Jean-Pierre Duport. Bref question. À vous entendre tous les deux, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, parce que tout a l'air de s'être passé, tu traduiras, dans la joie et la bonne humeur. Alors, je voudrais savoir si c'est sûr que ça s'est vraiment passé autant dans la joie et la bonne humeur et qu'il n'y a pas eu, après, dans la réalisation des projets, des difficultés. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question s'adressera plutôt à madame. Vous avez évoqué le fait que toutes les procédures allaient directement au tribunal fédéral. Je voulais savoir, enfin, en France, le Conseil d'État est moins enthousiaste à recevoir en première et dernière instance les recours. Je voudrais savoir s'il y a eu des décisions du tribunal fédéral trouvant que les procédures de concertation ont été insuffisantes par rapport notamment aux conventions internationales qui ont été prises dans les années récentes pour développer les concertations préalables à la réalisation des opérations. Je ne traduis pas pour Katharina. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, premièrement, la réponse sur les Pays-Bas. Est-ce que toute cette belle histoire est une réécriture en rose d'un scénario un peu plus compliqué? Well, as I explained, we had a shift in public opinion because all the spatial development really completely stopped. And in that same time, the traffic jams were growing. So every car driver is also someone who votes. And for that reason, public support to expand the motorway and to widen the motorways was growing rapidly because there was a complete lack of building, of constructing motorways. So environment used to be very important until, well, somewhere between 2002 and 2006, public opinion changed and support grew for taking appropriate measures to counteract traffic jams. And even from an environmental side, we had in the 19th people asking for widening the roads to make better use of the existing road network. But once we started doing that, the environmentalist groups opposed to this way of counteracting the traffic problems. So finally, I think due to a shift in public opinion and due to a political shift, situation drastically changed within a couple of years. Yes. Je résume, je crois. Bon, c'est un mouvement politique, il y a des balanciers idéologiques, alors que les opinions environnementalistes étaient très fortes. Elles ont abouti à un blocage des projets, à une aggravation de la congestion routière, et finalement, une part de l'opinion a basculé en disant qu'il fallait construire, élargir les routes, lutter contre la congestion, quitte à ramener à un rang moins prioritaire les considérations d'environnement, en accord avec le gouvernement de l'époque. Donc il y a une dimension politique et un peu fluctuante de la doctrine en l'occurrence. Alors, pour l'Allemagne, bon, comme en France, la planification des infrastructures, c'est assez douloureux pour les projets qui sont donc discutés à une échelle locale. Et c'est justement pour cela qu'on a donc décidé d'essayer d'anticiper ces difficultés déjà lors de l'élaboration du schéma directeur des infrastructures. Et c'est pour ça qu'on tient tellement à la concertation à ce niveau-là. Dans le passé, on n'a pas discuté des prévisions de trafic avec des chercheurs, par exemple. On n'a pas présenté le plan de la méthode d'évaluation coût-avantage à des chercheurs. On a fait ça il y a 15 jours. Donc on a présenté
les changements qu'on veut faire dans la méthode, par exemple. Et bon, il y a des remarques qu'on peut reprendre, des remarques qu'on ne pourra pas reprendre parce que c'est pas possible. Mais enfin, ils étaient quand même très contents d'assister à la réunion, de pouvoir s'exprimer, etc. Et c'est pour ça qu'on tient aussi à informer le public sur les projets qui vont être ou qui sont en train d'être soumis au ministère. On va leur présenter le plan et donc les projets qui ont été retenus avec donc, le rapport environnemental. Alors c'est pour ça aussi qu'on va faire beaucoup plus sur l'étude des alternatives qu'on a fait dans le passé. Hein. Donc c'était très mal documenté dans le passé. Hein. Bon, j'exagère un tout petit peu. Hein. Il y a des projets pour lesquels il existe une bonne documentation. On peut retracer les choix qui ont été faits. Mais c'est vrai que pour l'ensemble du plan, non. Il y a des projets pour lesquels c'est très difficile aujourd'hui de savoir sur quelle base ces projets ont été choisis. Donc c'est justement pour toutes ces raisons-là qu'on a essayé de miser plus sur cette phase amont dans laquelle beaucoup de projets sont encore d'un niveau très comment on appelle ça, très tôt ? Très provisoire, exploratoire, et où il y a effectivement le plus de possibilités d'influencer sur le projet. Malheureusement, c'est très difficile alors, le public est intéressé, on a déjà reçu beaucoup de messages de citoyens qui veulent savoir à quel moment on va donc leur donner la possibilité de s'exprimer au sujet du plan. Mais c'est vrai que par rapport aux débats qui se font à l'échelle locale, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne connaît pour beaucoup de projets pas encore les tracés, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et donc, c'est pas évident d'être concerné en tant que citoyen. Oui, faire le débat local au niveau national, mais c'est justement il y a une parce que contradiction. c'était très douloureux dans le passé. Et il y a beaucoup d'exemples hein, qui montrent que c'est absolument important d'avoir cette consultation préalable. Bien, on vous garderait encore quelques heures, mais je crois qu'il faut s'arrêter. Je suis désolé, mais on est déjà trop tard sur le calendrier. Mais je tiens vraiment à remercier les deux intervenants qui sont venus nous apporter leur expérience.